Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 12e étape de cette Vuelta. On va avoir des choses à dire du côté des Bleus. Je pense beaucoup moins de choses à dire par contre sur le reste de l'étape. Donc est-ce que la vidéo sera de 30 minutes? Je ne sais pas, je pense quand même qu'on peut faire moins que 30 minutes aujourd'hui. Donc on va voir, étape numéro 12. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler d'un coureur dont j'aurais pas parlé dans la vidéo par manque de temps ou parce que je peux aussi oublier certains coureurs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous pouvez être au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Non-étape, on va dire, il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Les coureurs ont été à une vitesse hyper lente, ils sont arrivés, il était 18h05, donc au moins plus de 20 minutes de retard sur l'horaire indiqué. Vent défavorable, très difficile d'éviter un sprint aujourd'hui, pas beaucoup de coureurs qui étaient tentés par l'échappée, vu que le sprint intermédiaire était à 10 km seulement de l'arrivée. Et au final, ça fait ce résultat-là, avec une étape qui n'a pas été très passionnante, mais on pouvait s'y attendre. Et une non-course c'est toujours dangereux ce type d'étape quand vous êtes dans des situations de non-course parce que c'est là où il peut y avoir les chutes, c'est là où il y a les plus gros risques d'avoir des problèmes et la chute notamment de Julien Alaphilippe, elle est peut-être due à ça, mais on en reparlera un peu plus tard. La Covid qui fait encore des siennes, mais ça commence à être inquiétant parce qu'on a déjà perdu 21 coureurs pour cette raison sur ce Tour d'Espagne. Ça fait beaucoup. On est sur des statistiques qui, pour moi, sont bien plus importantes que sur le dernier Tour de France. C'est inquiétant parce qu'il reste encore 10 étapes sur ce Tour d'Espagne. Donc j'espère qu'on ne va pas avoir tous les jours 5 ou 6 cas parce que ça veut dire qu'on va perdre encore 50 coureurs à ce rythme-là. Donc ça peut être... ça va être très dangereux. Et puis oui, Julien Alaphilippe qui s'en va. Un sprint avec le retour de Caden Groves, c'est plus simple quand tu n'as pas à la fois Simon Yates, à la fois Caden Groves à gérer dans une étape. Et puis après, ça a été un sprint un peu musclé entre Van Poppel et Merlier, mais sinon RAS, je dirais, dans le reste du sprint et pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai décidé de mettre 6 sur 20 pour cette étape. Pourquoi 6 sur 20? Parce que je me suis vraiment fait chier. Alors pour tout vous dire, j'étais en train d'écrire l'épisode numéro 3 de EPS 2.0 qui est quasiment finalisé. Alors je vous explique pourquoi j'écris 3 épisodes d'un coup, parce que certainement demain je vais enregistrer le premier épisode. Peut-être que demain il va être en ligne. Les 2 premiers épisodes seront libres d'accès, je précise. L'épisode 3 sera le premier épisode qui ne sera disponible que par abonnement. Je rappelle, ça sera 4 € pour l'abonnement. Et ensuite, de temps en temps, il y aura des numéros qui seront libres d'accès. Mais la majorité des épisodes seront sous abonnement. Peut-être que si un jour je gagne bien ma croûte grâce à YouTube, je pourrais me permettre de tous les offrir libres de droit. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'en écris 3 assez vite et ça demande quand même un petit peu de travail de recherche et puis je fais d'autres choses aussi à côté mais j'en écris 3 et donc j'ai écrit quasiment l'épisode, je regardais un petit peu l'étape, j'ai vu la chute de Julien mais grosso modo il s'est rien passé donc j'ai eu le temps de quasiment écrire l'épisode numéro 3 de EPS 2.0. Je vous dirai certainement demain, je ferai une vidéo pour dire l'épisode 1 est en ligne avec les différents liens. Donc soit ça sera demain, soit ça sera vendredi. Donc soit demain pour la rentrée, soit vendredi. 6 sur 20, je me suis vraiment fait chier. C'est le type d'étape où si le sprint n'est pas intéressant, il y a un aspect de sous la dent et le sprint n'est pas démentiel. Donc, j'ai même pas grand-chose à analyser sur le sprint. Vu qu'il n'y a plus tant de sprinteurs que ça, parce qu'il y en a quand même pas mal qui sont maintenant à la maison, des purs sprinteurs, donc ça fait une étape pas très intéressante, mais il en faut sur un grand tour. Il y a 3 semaines de course, on peut pas tous les jours avoir une course All-Star, et puis on peut pas avoir tous les jours une course comme sur le Tour de France, donc forcément, il y a des étapes qui sont un peu moins bonnes. Et celle-là, elle en faisait partie. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Le bilan des Bleus, bah, c'était pas la folie aujourd'hui du côté des Bleus. Alors, Maclay fait 6 aujourd'hui sur le sprint rapidement pour Dan Maclay, mais il doit faire pas mal de boulot dans le vent. À un moment, il remonte, il est complètement dans le vent. J'ai même pas compris pourquoi il y a un. Alors, je pense que c'est Clément Rousseau et Maclay ne se sont pas trouvés dans les 4 derniers kilomètres parce qu'à un moment, on voit donc un coureur archéa d'un côté le long des barrières et l'autre coureur qui remonte contre le vent. Je pense que c'est donc Maclay qui est remonté contre le vent et forcément après ça a buté quand il a fallu faire son effort parce que quand tu as consommé un peu d'énergie auparavant, c'est compliqué derrière de faire son effort. Donc difficile pour notre ami Dan Maclay qui fait 6e. Non, c'était pas la journée des Français. Alors on va commencer, on va dire, avec celui qui est toujours en course dans les 3 flops. C'est Brian Cocard. On se trouve pas avec Chimolai. Enfin, c'est même assez surprenant parce qu'on aurait presque pu se dire, tiens, pour le moment Cocard, Chimolai, ça marche pas dans ce sens-là. Est-ce que dans le sens inverse, ça pourrait pas fonctionner? Parce que je rappelle quand même que Chimolai l'année dernière, il fait 2e ou 3e du classement par points du Giro. Donc c'est quand même un coureur qui a eu des résultats l'année dernière. Il fait 2e, je crois, d'un sprint. Chimolai l'année dernière sur le Giro. Donc c'est pas un branquignol. Donc quand tu vois que ça performe pas avec Cocard, que Cocard est peut-être pas dans la forme qu'il avait avant le Tour de France, bah faut peut-être se dire faut peut-être intervertir. C'est pas la seule équipe à pas avoir fait ça parce que chez UAE c'est pareil. Mais du côté de Cocard, ouais c'est 12e place. Enfin Cocard il n'a pas été embauché chez Cofidis pour faire 12e quoi. Donc forcément c'est pas un bon résultat. Quand tu es sprinter et que tu es au-delà du top 10, c'est pas bon. Cofidis ils ont besoin d'avoir un Cocard au top. Et c'est frustrant parce que donc, quand tu regardes les résultats de Cocard cette année, à part sur les Coupes de France et sur des courses, j'irais un peu moins importantes, c'est vrai qu'à part sa 2e place derrière Sagan sur le Tour de Suisse, mais à relativiser parce que bon, Sagan n'a pas fait un grand Tour de France derrière. Il fait 4e là à Breda, mais ensuite derrière ça a été un peu plus compliqué. Je trouve que voilà, on a du mal à se trouver. Et puis même quand il fait 4e, il se trouve pas non plus avec Chimolai, pas tant que ça. Donc là, c'est 12e. On le paye pas pour finir 12e. Tu t'aperçois quand même que depuis le mois de juin, il est un peu moins performant. Donc c'est à lui aussi de peut-être se remettre un petit peu en question. Après, peut-être qu'il prépare aussi les championnats du monde sur piste. L'objectif était plus le Tour de France techniquement que cette course-là. Donc compliqué pour Brian Cocard sur cette Vuelta pour le moment et sur cette étape en particulier. Mais bon, lui au moins il est encore en course. Julien Alaphilippe, que dire? Que dire du côté de Julien Alaphilippe que c'est une année de merde. Hein. Bien entendu, je vais entendre encore la malédiction du maillot de champion du monde. Bon, alors déjà, il y a peu de personnes qui ont eu ce problème-là. Ils sont pas tant que ça au final à avoir eu ce problème-là. Mais sur les dernières années, il y a surtout eu Balane, par exemple. Mais c'est surtout que pour Julien, c'est pas dû au maillot. Hein. C'est juste qu'il a une année pourrave. Une année où il a quand même 3 grosses chutes. Une sur l'Estradé, une sur Liège, une là autour d'Espagne. C'est assez rare d'avoir un coureur qui tombe autant sur une même année. Et puis surtout sur bronchite également avant Milan-San Remo. Covid pendant le Tour de Wallonie. Donc voilà, c'est l'année catastrophique. Là, je pense que c'est peut-être de la déconcentration. Parce que l'étape, il se passait rien. Et c'est vrai que sur ce type d'étape, quand il se passe rien, la chute arrive plus facilement parce qu'on a tendance à se déconcentrer et être moins attentif, tout simplement. Parce qu'on regarde à droite, à gauche, parce qu'on a un travail moins important à faire à ce moment-là. Soit c'est parce que la route était très glissante à ce moment-là. Il y a eu le coureur de Kern Pharma, le Tchèque de Kern Pharma, qui est tombé également dans ce virage-là.
j'ai oublié son nom, je vais peut-être le retrouver, qui tombe un virage avant. C'est le virage juste avant, et donc Julien qui tombe juste après. Et on peut voir, hein, je rappelle que pendant tout le long de l'étape, on était très souvent le long de la mer, pendant les 120 derniers kilomètres, et on peut voir que le goudron, alors déjà il est gris très clair, donc ça veut dire que c'est un vieux goudron, mais normalement ça le rend un peu plus abrasif, donc l'adhérence est un peu meilleure dans ce genre de situation, mais surtout, on voit qu'il est très sale ce goudron. Hein, c'est comme sur une piste de Formule 1 à Monaco par exemple, avant que les voitures aient fait la journée du vendredi. Voilà, quand les voitures prennent la piste lors des essais et on voit le goudron qui est très sale. Et quand vous avez un goudron qui est poussiéreux, c'est un goudron qui n'est pas très adhérent. Et forcément dans cette région-là d'Espagne, il n'a pas plu depuis longtemps. Et quand vous avez une grosse pellicule de poussière, parfois la roue avant, au lieu d'avoir le pneu qui adhère sur le goudron, en fait c'est la couche de poussière qui tombe sur une autre couche de poussière et forcément ça glisse. Faire attention également à ce que cette poussière, ce n'était pas du sable, vu qu'on n'était pas très loin du long de la mer. Et là sur le sable, vous pouvez avoir avec le vent des petits grains de sable qui se mettent sur la route. Et là forcément l'adhérence est très précaire dans ce genre de situation. Mais il est tombé, il perd l'avant très rapidement, Julien. Et puis après, pas de chance, on a l'impression qu'il tape le trottoir avec l'épaule. Et clavicule, et peut-être clavicule plus poignet, parce qu'on lui maintenait également, j'ai l'impression, le poignet. Et dans ce genre de situation, oui, mais c'est pas de chance. Et puis, parfois il y a des sortes de spirales négatives, et c'est pas toujours facile. Et puis, comme ça faisait depuis 2 jours qu'il n'était pas à fond, parce qu'hier il fait pas le contre-la-montre à fond, là aujourd'hui il était aussi protégé. Et peut-être que voilà, on a eu une situation de déconcentration, mais c'est vraiment triste pour lui parce que voilà, ça fait une situation vraiment pas bonne quoi. Et c'est vrai il mérite pas ça, mais aucun coureur mérite de tomber. Mais c'est vrai que l'année est vraiment très difficile pour lui. La seule satisfaction, c'est que son fils a fêté ses 1 an, quoi. Mais c'est sa seule satisfaction, je dirais, parce que l'année a été vraiment catastrophique pour lui et il y a vraiment très peu de grands résultats sur l'année de Julien. Je voulais même regarder combien de jours de course a Julien au final. Il en a 42 seulement. 42, et à part le Tour de la Provence et le Tour du Pays Basque, et derrière ça n'a pas été incroyable quoi. Donc voilà, déception pour Julien. Maintenant les championnats du monde ça semble compliqué, hein. Il n'y a que 3 semaines. Si c'est clavicule ou poignet, ça me semble trop court pour être performant. Alors il y a eu le Kakal et B1, mais pour reprendre au bout de 10 jours, il faut vraiment que tout soit nickel en termes de fracture. Et il suffit que vous ayez un petit déplacement. Normalement, c'est 1 mois, une fracture de la clavicule. Et 1 mois, ça risque d'être compliqué pour lui. Et puis je termine avec Sivakov. C'est difficile. C'est difficile parce qu'il se retrouve hors course alors qu'il est asymptomatique, alors que la condition physique est super, que tout se passe bien. C'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant pour Sivakov. Il abandonne en plus les copains. Il aurait pu aider Rodriguez. Parce qu'on peut parler aussi de l'abandon de Julian Alaphilippe, qui est un coup dur quand même pour Remco. Parce que c'était quand même le capitaine de route de l'équipe sur ce Tour d'Espagne. Et en plus, on ne peut pas dire que Masnada ait fait pour le moment une course incroyable. C'est un petit peu inquiet. Enfin, c'est maintenant une petite inquiétude autour de Remco, c'est son équipe. Mais du côté de Ineos, c'est vrai que Sivakov, en plus, il fait un super chrono hier, Sivakov. Et là, ce matin, test, voilà, et il se retrouve à être mis hors course. C'est terrible parce que t'es asymptomatique et t'es mis hors course, mais malgré le fait qu'on ait assoupli les règles, voilà, on peut... certaines équipes, on garde les règles assez strictes et ils se retrouvent à être hors course. On peut se dire par contre que pour les championnats du monde sur le chrono, il arrivera frais. Il arrivera avec 2 semaines de repos, peut-être avec un vrai travail sur le contre-la-montre. Parce que moi, si j'étais Thomas Voeckler, alors déjà pour l'épreuve individuelle, je le prends avec Rémi Cavagna, vu la performance qu'ils ont effectuée. Mais je me dis quand même que sur l'épreuve par équipe, mixte,
on a quand même des chances d'aller sur le podium. Parce que si chez les garçons, on arrive à mettre à la fois Sivakov et Cavagna, voire Armirail ou pas Guernalec, ou le coureur d'Arkea, c'est pas Guernalec, j'ai oublié ton. Vauquelin, qui a également été performant au championnat d'Europe, tu te dis que tu as quand même une équipe qui tient la route, qui est solide. Si en plus, chez les filles, on a Audrey Cordon-Rago, on a Juliette Labou, on a une Aude Bianic qui est performante ou une autre fille qui arrive à être performante, une Coralie Demey pourquoi pas, ça peut nous donner quelque chose de très intéressant pour les championnats du monde. Ça peut nous donner une équipe très homogène chez les garçons et chez les filles. C'est une potentialité de médaille quand même et qu'il ne faudrait pas sous-estimer. Même si c'est peut-être pas l'épreuve pour le moment avec la plus grosse densité. Donc voilà, Sivakov maintenant, il faut qu'il se concentre sur les championnats du monde en sachant que pendant 10 jours, il va pas pouvoir... je sais pas s'il va être confiné, mais il ne pourra pas courir, je pense, avec son équipe. Donc je pense que ça va être compliqué également pour qu'il participe aux classiques canadiennes. Surtout qu'au niveau des États-Unis, je crois que les contraintes pour voyager sont encore un petit peu plus importantes. Donc ça peut être difficile pour participer. Donc il se concentrera maintenant sur les championnats du monde. Peut-être qu'il fera le Tour de Grande-Bretagne aussi, qui est une course très importante pour l'équipe Ineos. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Alors là, pour les coureurs au top, pour les coureurs flop, ça va aller plus vite. Coureur au top, j'ai mis Caden Groves. On voit tout de suite quand vous n'êtes pas obligé d'utiliser, d'avoir une équipe divisée en deux, c'est-à-dire à la fois pour un leader comme Yates, à la fois pour un sprinter comme Caden Groves, que quand il se retrouve à avoir une équipe totalement à son service, Caden Groves, il est très bon. C'est aussi un coureur qui a l'avantage de ne pas être un super grand gabarit, même si c'est un sprinter assez massif, parce que je rappelle que selon Pro Cycling Stats, il fait 1m76 pour 76 kg. Donc je fais la même taille que lui et je suis plus léger. Alors j'ai pas les muscles qu'à Caden Groves, mais ça veut dire qu'il est pas léger. Donc c'est un coureur qui aurait pu avoir du mal sur les étapes de montagne. C'est son premier grand tour en plus, donc c'est pas toujours facile pour les sprinters sur leur premier grand tour, mais là il a été performant. Et puis Bike Exchange, ils savent emmener des sprints. Ce qui leur manque, ce qui leur a manqué l'année dernière par exemple, et ce qui leur manque beaucoup moins aujourd'hui, c'était le sprinter. Mais on a vu avec Groenewegen quand il gagne sur le Tour de France, où là, c'est une équipe qui sait faire le job pour les sprints. Et puis c'est des points qui sont importants, c'est quand même 100 points, une victoire sur la Vuelta. Donc pour Bike Exchange, c'est pas négligeable pour l'équipe australienne. Et puis ça permet à l'équipe de se remettre la tête à l'endroit. Vous perdez votre leader, c'est jamais facile. Mais quand vous gagnez juste le jour où vous perdez le leader ou le lendemain, c'est toujours plus facile ensuite pour avoir une course. Et je pense que Bike Exchange, ils vont faire une course de mouvement et qui gagne une victoire en échappée, pourquoi pas avec Hamilton. Et il ne faudrait pas le négliger parce que voilà, là ils vont être de nouveau dans une spirale positive. Je rappelle juste la Bahreïn l'année dernière, Landa chute lors de l'étape 5 du Giro, étape 6, Gino Meder gagne et tout de suite l'équipe se retrouve dans une autre dynamique et dans une autre dynamique de résultats. Il peut se passer la même chose pour Bike Exchange qui était peut-être, je dirais pas moribond, mais qui était peut-être pas hyper heureux pour le moment. Là on peut se retrouver dans une dynamique vraiment positive pour l'équipe australienne. Et puis je termine avec le coureur au top avec Van Poppel. Qu'est-ce qu'il est en forme quand même, Van Poppel. Là, il fait un sprint seul parce que Jonas Kor n'est pas là pour le coureur de la Bora. Oui, j'ai dit Van Poppel, je précise, c'est Dani. Bon, Boy fait également un bon sprint, mais c'est Dani là qui est plus impressionnant. Et encore, Boy fait que 10e. Mais on voit tout de suite que Dani, il est en super condition, quoi. C'est vrai qu'on me l'avait mis parmi les commentaires. Alors je rappelle que hier, quand j'ai enregistré la vidéo, Simon Yates était toujours coureur sur ce Tour d'Espagne et Sam Bennett était aussi encore là. L'info arrive plus tard.
Mais c'est vrai que Danny Van Poppel, le travail qu'il a fait quand même pour Jacobsen sur les championnats d'Europe, le travail qu'il a fait sur les 2 sprints pour Sam Bennett, eh ben, c'est mérité qu'il prenne la 2e place, parce que vu le travail qu'il a fait pour des équipiers, c'est super. C'est super. Et ça montre quand même la grosse condition physique. Et encore une fois, je parlais de la Bora, mais la facilité d'intégration de tous ces coureurs. Parce que l'année dernière, il y a Van Poppel, Vlasov, Jane Lay qui arrivent dans l'équipe. Tous ces coureurs-là se sont parfaitement intégrés à l'effectif. Donc, ce qui montre quand même que cette équipe, elle est bien comme Intermarché pour se relancer ou pour atteindre des gros objectifs dans sa carrière. C'est une équipe où pour le moment on travaille très bien. Et donc Van Poppel, il joue des coudes avec Merlier, je dirais que c'est viril mais correct. Après, bon, Caden Groves était supérieur, mais parce que Caden Groves, il est habitué à faire des sprints en tant que leader, et que là, son équipe l'a parfaitement protégé, alors que Van Poppel, à un moment, il remonte dans le vent, parce que Jonas Kor, il est 20 places derrière. Et ce qui fait aussi la différence sur un sprint comme ça, hein, quand c'est les 25 derniers mètres, ça se joue au physique, ça se joue à la fraîcheur physique, et si vous avez moins de fraîcheur physique que vos adversaires, vous allez subir dans ces 25 derniers mètres, et c'est pour ça que Merlier remonte aussi un petit peu sur lui dans les 25 derniers mètres. Et puis on passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Simon Yates. Alors certes, du côté de la Bike Exchange, on gagne une étape sur ce Tour de France. C'est super, malgré tout, ça aurait été mieux d'avoir encore Simon Yates sur ce Tour de France, car au niveau du classement UCI, eh bien, Bike Exchange au 29 août, à 14 207 points, c'est-à-dire 400 points d'avance sur la Lotto. Moins de 400 points d'avance sur la Lotto. 397, un truc comme ça. Donc ça risque d'être chaud quand même. Ça risque d'être chaud pour la Bike Exchange, en sachant que Movistar, il y a quand même Mas qui peut prendre des sacrés points. Cofidis, c'est quand même 450 points devant. Bon, il y a EF. EF, c'est vrai que pour le moment, ils sont complètement invisibles. Mais Bike Exchange, voilà, il va falloir cravacher. Surtout que du côté de Bike Exchange, on est en dessous des points accumulés par Total Energy. Il y a ce double fil rouge là, pour cette fin de saison. Vous avez le fil rouge, certes, pour le classement UCI entre l'année 2022 et l'année 2020, pour savoir si vous restez en World Tour ou pas. Mais il y a aussi le classement de l'année 2022 qui est très important pour savoir qui aura les invitations, qui sera invité d'office par les organisateurs. Et je rappelle que dans ce classement-là, la Lotto est largement au-dessus, toute catégorie, mais que Total Direct Energy a 4828 points pour le moment. Et que Total Energy va peut-être encore en récupérer, notamment sur le Tour de Vendée, mais aussi sur d'autres courses aujourd'hui du côté de la Total Energy. C'est-à-dire que la Bike Exchange pour le moment est 300 points en dessous de la Total Energy sur l'année 2022. C'est-à-dire que ça aurait été quand même intéressant de marquer des points parce que même si tu te fais éliminer du World Tour, tu aurais gardé des invitations pour les grands tours. Or là, ça risque de ne pas être le cas. Et comme c'est une équipe australienne, ça risque d'être un peu plus compliqué pour aller chercher des places sur les grands tours, vu que je rappelle que les 3 grands tours favorisent les équipes nationales. Donc la mise hors course de Simon Yates, qui était très bien classé, on rappelle, il était 5e au général, 5e. Pour une course comme ça doit être au moins 400 points ou 400 ou 300 points. Et c'est peut-être des points qui vont manquer à la fin de l'année pour Bike Exchange. Alors certes, vous avez les points les 100 points aujourd'hui. Donc ça vous rajoute 100 points par rapport à Total Energy. Et par rapport également à EF Education, ils doivent même passer devant EF ce soir. Malgré tout, ça reste une situation qui est compliquée. Puis tu sais qu'il n'y en a aucun qui jouera le général normalement des coureurs de la Bike Exchange. Donc c'est pas top pour eux cet abandon de Simon Yates. Je continue avec Ackermann. Alors on voit bien que c'était pas Molano le sprinter numéro 1, c'est Ackermann. Ça montre bien aussi que quand je dis assez souvent que pour moi Molano c'est un sprinter numéro 1 et pas un poisson pilote, là encore, ça le confirme. Il prend une 4e place. En plus, c'est un sprint, on va dire, sur une étape assez plate. C'est pas là où il est le meilleur.
Molano, hein. C'est sur les étapes difficiles qu'il est meilleur, Molano. Et en plus, il suit de Gengolb qui lance ce sprint de très loin. Même si c'est un sprinter qui est pas mauvais sur les sprints longs, Molano, on a vu que sur les 50 derniers mètres, il en manque. Mais c'est surtout qu'il regarde derrière pendant son sprint. J'ai vu le ralenti, il regarde derrière, et là tu vois, forcément, s'il regarde derrière, c'est qu'il regarde son sprinter numéro 1. Et donc ça veut dire qu'Ackermann n'a pas eu confiance dans son poisson pilote. Quand tu n'as pas confiance dans ton poisson pilote, c'est que ça veut dire déjà que toi, en termes de confiance, tu n'es pas exceptionnel, mais c'est surtout, ça veut dire que l'osmose entre les deux, elle n'est pas là. Et je rappelle que pour le moment, Ackermann avec Molano, le seul sprint qu'il a gagné, c'était le Tour de Pologne. Sauf que sur le Tour de Pologne, c'est pas un sprint. Regardez l'arrivée, les 500 derniers mètres, c'est tellement tortueux. En plus, vous avez Molano qui fait la cassure, que Ackermann, il est tout seul, il est tranquille. Sur les sprints cette année, Ackermann, sur les gros sprints, c'est pas exceptionnel. C'est le Ackermann de la Bora de l'année dernière, qui n'avait pas été incroyable et qui n'avait pas été invité sur les grands tours. C'est pour ça que c'est inquiétant, parce que tu aies une saison de moins bien, bon, ça arrive, ça arrivé chez tous les coureurs. Quand c'est 2 saisons, là ça commence à être inquiétant, parce que ça commence à faire comme Marc Hirschi, on commence à se dire, est-ce qu'il a vraiment ce potentiel-là? Est-ce qu'il n'est pas dans une situation de déclin, Ackermann? Ça serait bien de remettre la machine en route, mais là aujourd'hui ça ne s'est pas bien passé. Et vu qu'il n'est pas en confiance avec son train, ça risque d'être compliqué sur la fin de cette Vuelta pour Ackermann, parce que je vais vous donner un exemple, mais vous vous souvenez de Viviani par exemple, avec la Quick Step la dernière année ou avec Cofidis, il n'est pas en confiance avec Consoni par exemple avec la Cofidis, il n'est pas en confiance avec son train, il a foiré tous ses sprints du Giro. Mais quand tu vois la performance en plus de Molano, moi je serais UAE, je me dis est-ce qu'on n'inverse pas les positions? Un peu comme Cofidis, mais je le dis également avec UAE. Est-ce que c'est pas l'heure d'inverser les positions? Parce que ça pourrait être intéressant. Et puis je termine avec la Lotto. Pourquoi je termine avec la Lotto? Parce que Cédric Bellens fait 9e. Bon, ce qui est un sprint correct de la part de Cédric Bellens, même si c'est correct, un peu bof quand même. Mais c'est là où tu te dis qu'il n'y avait pas mieux que Cédric Bellens à engager sur ce Tour d'Espagne. Je pense pas à Arnaud Delis, parce que Arnaud Delis est encore un jeune coureur qui a peu d'expérience. Il est dans sa première année chez les professionnels. C'est très risqué d'emmener un coureur comme ça sur les grands tours. Mais il y avait quand même d'autres coureurs à emmener, je pense, du côté de la Lotto. Quand tu vois la start list de la Lotto, tu te dis c'est quand même très faible, hein. Konka, il y avait Kras pour la montagne, pourquoi pas, mais Van Gils, Sweeney, Malekith, Reisners, Bellens, Konka, même Thomas de Rent, qui n'est plus le grand Thomas de Rent, c'est léger. En plus, tu te dis, il manque des mecs pour emmener. Pourquoi on n'a pas pris Philippe Gilbert? Pourquoi on n'a pas pris Campenart? Pourquoi on n'a pas pris un Jasper de Buist? Jasper de Buist, on ne l'a pas vu de la saison, quasiment. Or, c'est un coureur qui sait quand même sprinter. On peut penser à Roger Kluge, c'est aussi un mec qui sait sprinter, Roger Kluge. Pourquoi on ne l'a pas emmené? C'est surprenant. C'est surprenant parce que là, tu te dis qu'il y avait quand même la possibilité de peut-être plutôt viser les sprints et laisser Steph Kras, pourquoi pas, et de Rent jouer leurs cartes. Mais sur les coureurs que tu as emmenés autour de ton leader pour les sprints, c'est quand même faiblard. Et je pense que déjà ton leader pour les sprints, il est faiblard aussi. Pourquoi on n'a pas pris Sébastien Grignard aussi, qui est capable d'être un mec qui peut rouler dans un train et puis qui est capable également d'être un pas mauvais puncher. Mais je trouve qu'il manque du monde autour de Bellens. On voit le train est complètement inexistant du côté de la Lotto. Et puis surtout, moi j'aurais tenté de Bust. J'espère de Buist pour tenter les sprints en tant que sprinter numéro 1 ou Roger Kluge. Je pense que ça aurait été un peu plus intéressant que Cédric Bellens. Donc je pense que c'est triste parce qu'encore une fois, la Lotto, ils sont quand même encore à 300 points de la Movistar. Et 300 points, on est en septembre désormais. Même s'il y a les classiques, il y a les courses belges. Il y a Paris Tour par exemple, il y a des courses comme ça, oui, mais j'ai peur que ça suffise pas quoi pour la Lotto. 300 points, c'est pas facile à aller chercher. Alors l'avantage c'est que Israël n'est plus inquiétant, hein. Israël a lâché la situation, et ce qui est quand même terrible pour Israël, c'est qu'ils ont
également quasiment 1000 points de retard sur l'année 2022 par rapport à la totale. Donc autant te dire que l'année prochaine, Israël, à part s'ils payent très fortement les organisateurs, on n'est pas prêt de les voir sur un grand tour. Ce qui est très inquiétant pour les équipes qui font partie, pour les coureurs qui font partie de cette équipe. Mais du côté de la totale, du côté de la loto, ça risque quand même d'être encore compliqué. 300 points, surtout si Henrik Mas fait un bon classement. Alors après, il va falloir profiter de Bucket Change, mais surtout, je dirais, de EF, parce que je pense que l'équipe qui est la plus en danger, c'est EF. Parce que quand même, l'auto a encore 800 points de retard par rapport à la Cofidis. Il faut aller les chercher, les 800 points de retard sur un mois et demi. Donc, je pense que c'est plutôt EF, Bike Exchange et Movistar, en sachant que Movistar, il faut prier maintenant pour que Mas n'ait pas la Covid, ou que Mas n'explose pas. Et du côté de chez EF, Hugh Carty, le meilleur coureur au général pour EF, oui, c'est Hugh Carty, il est quand même 15e, hein. Et 14. Donc, alors, à 1 seconde de Valverde, à, je dirais, 2 minutes, 2 minutes 30 de O'Connor. Mais il va falloir quand même aller cravacher pour aller chercher cette position-là pour Hugh Carty. Mais voilà, pour l'auto, c'est sûr que c'est dommage d'avoir emmené une équipe aussi faible. Demain, présentation de l'étape, 7h30, débrief TikTok vers 18h, 18h15, tout dépend à l'heure auquel les coureurs arrivent. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Meilleure Production.